Fertilité et grossesse, si on parlait de nutrition, voilà, on a mis ce titre-là parce qu'on sait aujourd'hui que la nutrition a son rôle à jouer dans la fertilité et dans le bon déroulement de la grossesse. Ça n'est pas non plus un rôle fixe, c'est-à-dire on sait que le rôle de la nutrition a plusieurs aspects, en particulier quantitatif sur le poids, qualitatif sur l'équilibre alimentaire. Mais on sait en particulier aussi que des gens en surpoids, des femmes en surpoids vont être très fertiles ou des femmes en sous-poids vont être également très fertiles. C'est une question de statistiques et de facteurs dont on a pu prouver qu'ils avaient une importance. L'aspect quantitatif sur le poids. Le poids normal se traduit par un indice de masse corporelle. C'est le poids en kilos sur la taille en mètres au carré. Par exemple, quelqu'un qui fait 55 kg et qui mesure 1,65 m, on va mettre 55 sur 1,65 au carré. Ça nous donne l'IMC, indice de masse corporelle, ou BMI, Body Mass Index en anglais. On sait que cet IMC est normal entre 18,5 et 25. En dessous de 18,5, on parle de sous-poids. Au-dessus de 25 et surtout au-dessus de 27, on parle de surpoids. Au-dessus de 30, on parle d'obésité. Au-dessus de 40, on parle d'obésité majeure. Donc, le sous-poids, pourquoi entraîne-t-il éventuellement une hypofertilité? Pour deux raisons. Au niveau quantitatif, on sait qu'on a besoin d'une masse grasse critique pour que le système hormonal fonctionne bien. Tout est lié en fait sur les hormones périphériques, en particulier pour la grossesse, ça va être les ovaires qui sécrètent de la progestérone, des œstrogènes, et puis dans le cerveau, on a l'hypophyse, l'hypothalamus, on a aussi les glandes surrénales derrière les reins. Tout ça est en interaction, en fait. C'est pourquoi on ne va pas pouvoir développer de manière importante tout ce circuit compliqué, d'autant plus que la traduction de l'équilibre est relativement simple. Il faut manger équilibré, faire du sport de manière adaptée et avoir des quantités suffisantes. Donc le sous-poids peut diminuer la fertilité, en particulier, on voit chez les personnes très maigres parce qu'elles désirent maigrir, non pas la maigreur constitutionnelle qui, elle, est un autre, qui n'est pas un problème en général. Les gens qui sont maigres naturellement sont fertiles souvent. Il y a une aménorrhée, c'est-à-dire une absence de règles. À partir du moment où il y a une absence de règles, il n'y a plus de fonctionnement ovarien. Donc on ne peut pas être enceinte avec une absence de fonctionnement ovarien. Dans notre pratique quotidienne, on est surtout confronté au surpoids et à l'obésité. On sait en particulier qu'au-delà de 35, on a un retentissement sur le fonctionnement ovarien et le fonctionnement hormonal en général par le biais d'une hyperandrogénie. C'est-à-dire, on va avoir un déséquilibre entre les hormones féminines et les hormones masculines. On a toutes, même les femmes, un peu d'hormones masculines, mais voilà, on peut modifier cet équilibre avec le surpoids. Ce surpoids peut aussi donner un syndrome métabolique, c'est-à-dire hypertension, cholestérol, diabète. Et ces maladies elles-mêmes ont un impact sur la fertilité. Les aspects qualitatifs, l'équilibre alimentaire et la balance énergétique. Autant que la quantité de calories ingérées, l'équilibre de ce qu'on mange est important. On va le voir dans la diapo suivante. Les habitudes de vie. On sait que certains toxiques comme le tabac, les polluants, ont un impact, y compris chez l'homme d'ailleurs, sur la fertilité de l'homme. Les habitudes de vie, donc le sport intensif, je viens d'en parler, le stress, effectivement, plutôt chez la femme, là, qui peut jouer aussi. On voit bien, les périodes de stress peuvent jouer sur le cycle hormonal. Ces aspects qualitatifs sont montrés de manière plus importante par les troubles du comportement alimentaire. Donc ça, c'est un domaine particulier et c'est là que nous, on intervient
avec une équipe soignante que sont également les psychiatres, les psychologues, etc., sur l'anorexie et la boulimie. Donc là, je ne vais pas forcément développer, mais ces troubles du comportement alimentaire mettent à mal de manière importante tout le fonctionnement hormonal, et y compris des neuromédiateurs qui peuvent avoir une influence. Donc voilà, ça c'est l'équilibre alimentaire tout venant. On ne tient pas compte là des besoins spécifiques de la grossesse, mais on sait que avant, y compris dans l'enfance et l'adolescence, avoir une alimentation équilibrée favorise une bonne fertilité future. Alors c'est quoi cette alimentation équilibrée? C'est manger de tout, des féculents. Je les cite en premier, céréales et féculents, la colonne marron, parce que c'est 50% à 55% de nos besoins caloriques. C'est-à-dire que les régimes qui suppriment les féculents ne sont pas des régimes équilibrés. Les gens qui ne mangent que des féculents, c'est trop. Dans ces glucides, puisque ce sont des glucides qu'il s'agit, on parle de sucre lent, c'est-à-dire un index glycémique assez bas. Ça va être, c'est la famille des sucres, tout ça. Ça va être des sucres qui vont être lentement absorbés par l'organisme et qui vont nous apporter une énergie pour le fonctionnement de nos organes, pour le renouvellement cellulaire, pour le fonctionnement musculaire, pour le fonctionnement cérébral. Dans cette catégorie, on pourrait mettre aussi les sucres. On voit la petite colonne rose, puisque c'est la même famille. Sauf que les sucres, à la différence des féculents, ce sont des sucres rapidement absorbés. Donc ceux-là, on n'en a pas un besoin vital, c'est du plaisir. Si on en mange trop, on risque l'obésité, on risque le diabète, mais un petit peu dans l'alimentation, de manière modérée, n'est pas malsain. Donc, bon, les féculents, on peut les citer rapidement. Ça va être tous les produits céréaliers à base de blé, par exemple, les pâtes, les semoules, le pain. Les autres produits céréaliers, ça peut être le riz, l'orge, le seigle, etc. Les légumineuses, qui sont très importantes aussi parce qu'elles contiennent des vitamines spécifiques et des fibres également, qui vont être tous les pois cassés, les pois chiches, les fèves, les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges. Donc, manger un peu de tout ça est très sain. Les pommes de terre, c'est un peu à part, c'est un tubercule. Donc voilà, à chaque repas, du midi en particulier, du matin aussi, et le soir, pas forcément, c'est en fonction de la faim et de l'activité physique de chacun. Les fruits et légumes, je vais aller un peu vite parce que, voilà, les fruits et légumes, on l'entend tellement que tout le monde le sait, on a besoin de fruits et légumes, on va dire à volonté, si possible 5 différents par jour, et souvent on me dit, mais si je mange que des fruits, est-ce que je peux me passer de légumes? Non, pas vraiment, puisqu'on va avoir des vitamines spécifiques, des fibres spécifiques dans les uns ou les autres, et que si on remplace complètement les légumes par les fruits, on va avoir un peu trop de sucre. Donc il faut manger de tout. Les produits laitiers, c'est pareil, c'est un grand débat. On a pu en parler en aparté tout à l'heure. Beaucoup de, on va dire, de sites ou de soignants même pensent, avec sincérité d'ailleurs, qu'il faudrait supprimer les produits laitiers, qu'ils ne sont pas bons pour la santé. Rien n'est prouvé dans ce sens-là, et même au contraire, il est prouvé que l'absence de produits laitiers peut nuire à un bon équilibre alimentaire. C'est inflammatoire le lait, c'est pour ça aussi. Alors, c'est inflammatoire. Qui vous a dit ça? C'est ce que j'ai entendu. Voilà, c'est ça le problème, c'est ce que j'ai entendu. Par rapport à l'endométriose, j'étais sur des sites spécialisés de médecins qui ne conseillent pas, parce qu'il y a beaucoup d'œstrogènes dans le lait, et que par rapport à l'endométriose, c'est inflammatoire, donc ça agit. Alors, en fait, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont testé sans lait, un essai, et qui ont beaucoup moins de douleur avec l'endométriose que quand elles consomment du lait pendant la période. Alors, je sais bien que tout ce que vous dites est dit. En revanche, moi, je ne m'appuie que sur les études scientifiques. Et ça a été étudié, effectivement. En fait, tout ce problème inflammatoire, ce problème sur l'endométriose, c'est en cas d'excès de consommation de produits laitiers, c'est-à-dire plus de 3, 4, 5 par jour. Mais entre le trop et le pas du tout, on oublie l'équilibre. Or, l'équilibre n'entraîne pas de processus inflammatoire. On sait même
que probablement le fait d'avoir un peu de produits laitiers tous les jours limite le phénomène inflammatoire. Et ça, par contre, c'est prouvé. Donc, en fait, je vous invite à aller sur le site INPES, qu'on verra dans une diapo suivante, où là, vous avez des vraies études scientifiques. Parce que tout ce que vous lisez, je sais que quelquefois, c'est sous couverture, le docteur, voilà. Mais attention aux messages de valeur. C'est tout le problème. On a tout et son contraire sur Internet. Donc je vous mets vraiment en garde sur les sources de ce que vous lisez. Oui, mais il y a quand même beaucoup de médecins qui commencent à dire de se méfier quand même des produits laitiers. Ben, pas moi. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas s'en méfier, parce que je ne dis pas qu'il faut en consommer plein, voilà. mais que la suppression des produits laitiers, après, en fonction, certains sont intolérants au lactose, certains vont avoir telle ou telle pathologie, et de même qu'il y a une chose quand même qui est importante à savoir là-dessus, c'est qu'un certain nombre des produits que nous mangeons sont modifiés par les habitudes de vie, surtout pas par les habitudes de vie, par l'environnement, les polluants, la manière dont sont élevés les animaux. Effectivement, si on n'avait que des produits laitiers de vaches ou de brebis ou de chèvres élevés dans des conditions biologiques, on aurait des meilleurs produits. Hein. On sait très bien que les œufs d'une poule qui court dans une ferme et qui n'est pas stressée n'ont pas la même composition que les œufs de batterie. Et ça, on le sait. Mais c'est pareil pour tout, en fait. Donc, en fait, le message, il est partiellement vrai, mais pas complètement. Et donc, aller vers la suppression en pensant que c'est aussi dogmatique que ça, c'est aussi dangereux que d'en manger trop. Donc, je vais aller vite, du coup, sur les viandes, les poissons, les œufs. Ce sont les protéines. Les graisses, on a besoin un petit peu, en particulier d'oméga 3 dans les huiles, olives, colza. Un petit peu de beurre, pas trop, pour la vitamine A, parce que la vitamine A, on ne la trouve pas dans énormément de produits. Mais par contre, voilà, l'excès de beurre, l'excès d'huile, l'excès de margarine, ça ne va pas. Le sel, très peu. Il y a déjà un peu de sel dans les aliments. On a tendance à manger trop salé. Limiter les snacks, ça, voilà, le message, je pense. Et puis de l'eau à volonté. Et en particulier, si vous avez peu de produits laitiers, favorisez les eaux riches en calcium. Mais penser qu'on va trouver le calcium aussi facilement dans les autres produits que les produits laitiers, c'est faux. Exemple, pour avoir la même quantité de calcium que dans 100 grammes de produits laitiers, il faudrait à peu près 3 kg de fruits. Donc voilà, on n'est pas dans les mêmes proportions. De même que supprimer les protéines animales, on sait que les protéines végétales sont beaucoup moins bien absorbées. On peut être végétarien, mais ça demande une rigueur nutritionnelle plus importante. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 50 à 55% de glucides, 30 à 35% de lipides ou graisses et 12 à 15% de protéines. Voilà, dans une alimentation équilibrée, et ça on trouve des tables, j'ai plus le temps de détailler ça, c'est facile. Voilà, donc ça c'est juste un petit récapitulatif, le rôle de la nutrition dans les glucides, les lipides, les protides, le fer. Donc, si vous avez suffisamment de légumes, de produits protéiques, etc., vous aurez le fer. Les folates, alors là, on sait que les folates, c'est très, très important pour le bon déroulement d'une grossesse et pour la fertilité. Et on sait que beaucoup de jeunes femmes sont facilement carencées en folates. Donc, pour ça, il faut manger en particulier des légumes. Les légumes verts sont très riches en folates. La famille des choux, toute la famille des choux. Les antioxydants, donc ça va être les légumes, ça va être les huiles dont je vous ai parlé. Voilà, rôle également sur la fertilité masculine, on en a touché un petit mot. Je vais juste citer le recours dans les grandes obésités, éventuellement à la chirurgie bariatrique dont on parle de plus en plus, mais ça n'est pas le cas ici, donc ça ne vous concerne pas. Alors celui-là, il n'existe plus, mais vous pouvez le télécharger en allant sur le site INPES, c'est pas écrit là, mais c'est INPES. Vous allez sur ce site-là, vous allez dans nos publications et vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez. C'est facile de se laisser guider. Il y a nutrition pour tous, nutrition pour la femme. Donc voilà, ce petit fascicule vous montre dans quoi on va trouver des folates ou vitamine B9. Voilà, donc on va passer aussi.
comment diversifier son alimentation pour avoir de tout. On a largement développé ça. Et puis, les produits laitiers. Voilà. Et sur la dernière page, vous avez alors ça c'est l'avant-dernière, des petites recettes qui peuvent vous aider à utiliser ces produits. Voilà.